Bonjour les élèves de quatrième année. Alors ce vidéo présente un cours de SVT visé plutôt pour les élèves de quatrième sciences, quatrième maths, quatrième sport, quatrième lettres. Alors ce premier cours s'intitule dans le thème de la reproduction humaine et santé. Donc, je dis bien que les élèves concernés sont quatrième sciences, quatrième maths, quatrième sport, quatrième lettres. Alors, le premier chapitre, c'est la fonction reproductrice chez l'homme. Objectif, selon le programme officiel, expliquer les fonctions de testicules et leur régulation, contenu, les cellules sexuelles, structure du spermatozoïde, la spermatogenèse, la testostérone, origine, effet biologique, la régulation de sa sécrétion par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ça, c'est selon le programme officiel. Alors, première partie, organisation générale de l'appareil reproducteur chez l'homme. On a ici l'organisation générale de l'appareil reproducteur de l'homme ainsi que certaines structures voisines. Je vais encadrer en rouge les parties qui sont en relation avec la fonction reproductrice chez l'homme. Je m'excuse. Alors, on a d'une part les testicules, l'épididyme, les testicules se trouvent au niveau du bourse, l'épididyme, au canal de l'épididyme, canal différent. Ensuite, on a le gland de Cooper, canal éjaculateur, vésicule séminale, prostate, corps caverneux et corps spongieux, gland et urètre. Alors, les testicules, on a dit qu'ils se trouvent au niveau de les bourses. Ils sont recouverts par le canal de l'épididyme qui se prolonge par le canal déférent. Ceux-ci sont des voies génitaux qui permettent la circulation de spermatozoïdes. Alors, les spermatozoïdes ils seront mélangés avec les sécrétions de vésicule séminale ainsi que les sécrétions de prostate et les sécrétions de glandes de Cooper, puis ils seront évacués par l'urètre ou le canal urogénital au niveau de l'orifice urogénital. Alors, c'est un canal mixte. Il va conduire d'une part le sperme, d'autre part l'urine. Comme on peut voir ici, on a la vessie qui intervient dans l'excrétion urinaire et à ce niveau il y a passage de l'urine, donc c'est un canal mixte. Alors on a ici l'organe de copulation qui est formé comme l'avait dit par l'urètre ou le canal urogénital, recouvert par une première couche qui est le corps spongieux et aussi recouvert par une deuxième couche qui est le corps caverneux et se termine par les glands qui s'ouvrent, si vous voulez, à l'extérieur par l'orifice urogénital. Voici un deuxième schéma simplifié de l'appareil reproducteur de l'homme. C'est une vue de face. Comme on peut voir ici, on a la vessie et l'urètre qui sont des éléments qui n'appartiennent pas à l'appareil reproducteur mâle. Le reste, c'est l'appareil reproducteur mâle. Comme on peut voir, on a deux testicules, deux canaux de l'épididyme, deux canaux déférents, et là, une vésicule séminale, prostate et des glandes de Cooper. Ici, on a l'urètre ou le canal urogénital. Là, le corps spongieux et là, le corps caverneux. Donc, on a les gonades, les voies génitaux, les glandes annexes et là, l'organe de copulation qui est le pénis. Alors, fonction des testicules. Observation. Une première observation, comme montre cette photo, montre des joueurs de football formant le mur de défense qui se protègent les testicules, ou plutôt l'appareil reproducteur. Alors, pourquoi? Car des traumatismes des organes génitaux suite par exemple à une coup forte portée au niveau des testicules, ça va provoquer un traumatisme qui peut entraîner l'atrophie des testicules qui peut aller même jusqu'à l'impuissance reproducteur, voire même la stérilité. Donc, de ce fait, on peut dire que les testicules, ils interviennent dans la fertilité, l'opposé de stérilité, la fertilité, la production des spermatozoïdes. Alors, le document
le texte A, page 10, il présente les eunuques. Alors voici une photo d'un personnage d'une série télévisée qui joue le rôle d'un eunuque. Alors les eunuques hommes ayant subi l'ablation, la castration. Alors l'ablation c'est l'enlèvement. Lorsqu'on va parler de l'ablation des testicules, on parle de castration, donc l'ablation des testicules qui étaient ces eunuques qui étaient chargés de la garde des sérails dans les palais royaux. Ils étaient stériles. Ces individus, ils vont devenir stériles et présentent des caractères suivants: voix aiguë si l'ablation est pratiquée avant la puberté. Donc si l'ablation est pratiquée avant la puberté, ils auront une voix aiguë qui rappelle celle de la femme. Musculature peu développée, faible pilosité, tendance à la surcharge pondérale, ce sont des caractères sexuels féminines. De ce fait, on peut dire qu'en absence des testicules, on a stérilité, donc les testicules interviennent dans la production des gamètes mâles, et absence des caractères sexuels masculines, donc ils ont une action masculinisante. Comment les testicules vont assurer la production de spermatozoïdes, comment ils vont permettre l'action masculinisante, ce qu'on va essayer de voir plus tard. Alors, on a ici un deuxième cas pathologique, c'est les cryptokides. Alors, la cryptokidie, c'est un problème qui touche la descente bilatérale des testicules. On a dit que les testicules se trouvent au niveau de la bourse, mais les testicules se forment initialement au niveau abdomen, puis ils vont migrer vers leur position actuelle qui se trouve c'est au niveau de la bourse. On peut voir ici dans cette radiographie comment on a une testicule qui est encore dans l'abdomen alors que le deuxième testicule elle est en place. Donc la cryptokide est une anomalie qui affecte la descente des testicules de la cavité abdominale vers le scrotum ou bourse au cours de la vie fœtale. Lorsque cette descente testiculaire bilatérale, alors ici ce n'est pas bilatéral, ici on a un seul testicule, n'a pas eu lieu, donc si les deux testicules ne descendent pas, cet individu il sera stérile. Ça rejoint le fait que les testicules interviennent dans la production de spermatozoïdes et doivent être en place pour produire des spermatozoïdes. Car la température de l'abdomen, donc la température au niveau de l'abdomen, elle sera légèrement élevée. Donc la température de l'abdomen empêche la production de spermatozoïdes, mais les caractères sexuels secondaires, voix, musculature et pilosité sont normales. Donc, malgré que les testicules ils sont en place, ils sont connectés, si vous voulez, avec le corps, il y a le fait de leur présence au niveau de l'abdomen, ça provoque une stérilité. Aussi, mais ceci n'empêche pas le développement des caractères masculins. Les caractères secondaires masculines, ils seront visibles. Donc, on peut déduire que lorsque les testicules ne sont pas dans leur emplacement normal, il y a stérilité. Donc, les testicules doivent être à leur emplacement d'origine pour produire les gamètes mâles. Cela suggère que c'est une fonction exocrine, nécessite l'emplacement des testicules à leur, ou plutôt la mise en place des testicules à leur emplacement naturel pour avoir production de spermatozoïdes. Par contre, il suffit d'avoir les testicules dans le corps, il suffit d'avoir les testicules connectés par une connexion sanguine pour avoir les caractères sexuels normaux. Donc c'est une fonction endocrine. Donc les testicules assurent une double fonction, fonction exocrine, la production des spermatozoïdes, fonction endocrine, la production des hormones, disons. Alors, endocrine, ça veut dire à l'intérieur du sang. Alors, résumé au niveau de votre livre, page 17, l'appareil reproducteur de l'homme comporte deux gonades, qui sont les testicules. Alors, les gonades, c'est un terme général, à savoir les éléments qui produisent les gamètes. Chez l'homme, on parle de testicules, chez la femme, on parle de vers. Donc, deux gonades qui sont les testicules, qui assurent à partir de la puberté, donc avant la puberté, il n'y a pas production. À partir de la puberté, ils vont assurer ce rôle de façon continue. Alors,
chez l'homme, la production, la fonction de testicule, elle est continue, à l'opposé peut-être de chez la femme, on verra ça. La production dénombrable, un nombre qu'on ne peut pas délimiter, c'est de spermatozoïdes. On verra ça, ce nombre qui normalement doit être de l'ordre de 60 millions par millilitre, l'équivalent de 180, normalement 180 millions par éjaculat. Alors, un nombre de spermatozoïdes. Les testicules assurent également à la puberté l'apparition des caractères sexuels secondaires. Après la puberté, il assure le maintien de ces caractères. Alors, on a les caractères sexuels secondaires et les caractères sexuels primaires. Les caractères sexuels primaires, ce sont les caractères qui distinguent le mâle de la femelle à l'état, même pour les bébés, à savoir les voies génitaux, l'appareil génital. Par contre, les caractères sexuels secondaires, ce sont les caractères qui distinguent l'immature, c'est-à-dire avant la puberté, de mature qui est après la puberté. Alors, euh, donc, l'appareil reproducteur comporte deux gonades, des voies génitaux qui sont les deux épididymes qui vont envelopper les testicules. Ils sont le lieu de transit et de maturation des spermatozoïdes. Alors, ici, le terme de maturation, attention à ne pas confondre avec la maturation génétique. Ici, c'est la maturation fonctionnelle. Et attention, on verra une notion de maturation génétique des spermatozoïdes. Alors, les deux canaux différents qui sont le spermoducte. Le terme de spermoducte, c'est un terme composé. Sperme, ça veut dire spermatozoïde plus les solutions, ou plutôt les excrétions des glandes annexes. Et ducte veut dire canal, qui assure le transit des spermatozoïdes. L'urètre assurant l'évacuation des spermatozoïdes à l'intérieur des voies génitales femelles. Les glandes annexes, ce sont deux vésicules séminales. Elles sécrètent un liquide nutritif riche en fructose. Donc, ils vont assurer la nutrition de spermatozoïdes durant les si vous voulez, l'introduction des spermatozoïdes. Une prostate qui sécrète un produit d'aspect laiteux riche en enzymes. Deux glandes de Cooper, elles sécrètent un liquide diluant le sperme, et le pénis qui est l'organe de copulation. Alors voici une structure de testicules. Comme on peut le voir, une coupe verticale de testicules montre la présence de ce qu'on appelle, alors ici on a la bourse qui va envelopper les testicules. Tout ça c'est testicules. On a au niveau du testicule, il y a ce qu'on appelle des loges. Et à l'intérieur de ces loges se trouvent des tubes séminifères, comme on peut le voir, des tubes séminifères. Alors une coupe au niveau de testicule montre la présence d'éléments arrondis avec une partie interne qui est vide. Donc ceci c'est un tube. Alors là, les canaux de l'épididyme qui se prolongent par les canaux différents. Donc, les spermoductes, pardon, les tubes séminifères vont se prolonger ou vont se collecter au niveau de canaux de l'épididyme qui se connectent au canal différent. Alors, une coupe au niveau de testicules longitudinales, comme on l'a dit, elle présente des éléments arrondis. Ce sont les tubes séminifères et un espace entre ces éléments qui est le tissu interstitiel. Donc ici on a tube de l'épididyme, ou plutôt un tube séminifère qui est formé de parois à lumière. Là on a les capillaires sanguins et des cellules qui sont les cellules de Leydig qui constituent le tissu interstitiel. Alors le spermatozoïde qui est le gamète mâle. Comme on peut le voir, le spermatozoïde il a une forme, si vous voulez, particulière qui est allongée. Elle est formée par trois parties: tête, pièce intermédiaire, queue. Le tête, il contient un noyau qui est coiffé par un acrosome avec une membrane cytoplasmique. Là, si vous voulez, faible réserve cytoplasmique, on a ici, au niveau de la pièce intermédiaire, on a une gaine de mitochondries, des mitochondries qui sont disposées à ce niveau, assemblées à ce niveau. Là, le flagelle qui constitue le queue avec faible réserve cytoplasmique. Alors,
Donc, le résumé de description du spermatozoïde qui se trouve au niveau de votre livre, page 18. Le spermatozoïde est une cellule très différenciée. Elle est formée de trois parties. Le terme de très différenciée, ça veut dire qu'elle présente des caractères cytologiques en relation avec sa fonction. Alors, je vais tout à l'heure développer ceci, mais les fonctions du spermatozoïde, ce sont le déplacement dans les voies génitales, reconnaître l'ovocyte et pénétrer dans l'ovocyte, et enfin participer par 50% de la formation génétique. Alors, la tête contenant un noyau coiffé d'un acrosome, le noyau du spermatozoïde est haploïde et contient 23 chromosomes. La pièce intermédiaire contenant la base du flagelle et de nombreux mitochondries disposés en hélice. La queue qui formée d'un flagelle entouré de la membrane cytoplasmique avec faible réserve cytoplasmique. Alors, le spermatozoïde, on a dit la fonction du spermatozoïde, c'est se déplacer dans les voies génitales de la femme, reconnaître l'ovocyte et entrer dans l'ovocyte et s'unir avec la gamète femelle lors de la fécondation et forme un œuf. Les caractéristiques cytologiques permettant au spermatozoïde d'accomplir ces fonctions sont: alors, fonction Loulané, se déplacer. Deuxièmement, reconnaître, entrer et s'unir. Sa forme allongée hydrodynamique, sa faible masse cytoplasmique et la présence de flagelles dont le mouvement assure la propulsion du spermatozoïde. La notion de forme hydrodynamique, alors terme hydrodynamique, c'est un terme composé, hydro pour dire eau, dynamique, mouvement, donc lui permet de se déplacer dans l'eau. Donc tout ceci vont permettre le déplacement du spermatozoïde. Alors je reprends: sa forme allongée hydrodynamique, la masse très faible de son cytoplasme, la présence de flagelles dont le mouvement assure la propulsion du spermatozoïde, savoir le mouvement. Alors, et pour avoir le mouvement, pour assurer la vibration en flagelle, il faut la présence de, si vous voulez, de l'énergie qui est fournie par les mitochondries qui se trouvent au niveau de la pièce intermédiaire. Donc la présence des mitochondries pour fournir l'énergie nécessaire au mouvement du flagelle. La présence, deuxième fonction, deuxième partie, c'est de reconnaître. Alors, la présence au niveau de la membrane de cytoplasme de la tête de spermatozoïde d'un antigène membranaire. Ce sont des récepteurs membranaires intervenant dans la reconnaissance des gamètes. Donc, à la surface de spermatozoïde, de la membrane spermatozoïde, il y a des antigènes, il y a des récepteurs qui permettent la reconnaissance entre les deux gamètes. Ça nous rappelle plus ou moins le principe d'action de l'hormone, de fixation de l'hormone, récepteur antigène et reconnaissance spécifique. Alors, la présence donc de l'antigène membranaire intervenant dans la reconnaissance des gamètes, ceci veut dire, ou plutôt ceci peut expliquer que lorsqu'on va mettre un spermatozoïde de chien, par exemple, avec un ovocyte de chat, il n'y a pas fécondation parce qu'il n'y a pas reconnaissance. Je ne parle pas de la suite de fécondation. La pénétration ne se produit pas au moins parce qu'il n'y a pas reconnaissance. Aussi, la présence au niveau de l'acrosome des enzymes, ou plutôt la présence d'un acrosome riche en enzymes perforatrices. Ce sont des enzymes qui permettent la perforation de la zone pellucide qui constitue l'ovocyte, une couche qui constitue l'ovocyte, permettant la pénétration du spermatozoïde à l'intérieur de flagelles. Donc, on a vu ici, dans cette partie, si vous voulez, la notion de se déplacer. Deuxièmement, la fonction de reconnaître et entrer. Il nous reste à voir la fonction de s'unir. Alors, le noyau de spermatozoïde est haploïde à 23 chromosomes. L'union au cours de la fécondation du spermatozoïde avec la gamète femelle 23 chromosomes assure le rétablissement dans l'œuf de la diploïdie. On va obtenir en fin de compte une zygote à 46 chromosomes équivalente de celle d'un individu normal. Alors, la formation du spermatozoïde qui est la spermatogenèse. On va reconnaître ici
tube séminifère avec la lumière du tube, là un deuxième tube séminifère, là le tissu interstitiel avec le capillaire sanguin et cellules de Leydig. On a ici une série de cellules de différentes tailles. Là, on a cette cellule dans laquelle vont se plonger les spermatozoïdes, qui est cellule de Sertoli. Alors, ces cellules qui sont de différentes tailles, on a d'une part les spermatogonies, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide et spermatozoïdes. Alors, les spermatocytes 1 sont de taille plus volumineuse que les spermatogonies. Donc il y a un premier passage. Les spermatocytes 2 sont de taille, si vous voulez, représentent la moitié de spermatocyte 1. Donc il y a aussi un passage, même du point de vue noyau. Ensuite, spermatide aussi de taille la moitié, et enfin on a les spermatozoïdes. Alors les propriétés génétiques de ces cellules, on a les spermatogonies qui sont à 2 N chromosomes, spermatocyte 1 à 2 N dupliqués, à savoir que chaque chromosome est formé par 2 chromatides, spermatocyte 2 à N dupliqué, la cellule devient à N chromosomes, et chaque chromosome formé par 2 chromatides, pardon, et on a un simple, un chromosome, et chaque chromosome est formé par un seul chromatide. Alors, et enfin, on a les spermatozoïdes. Donc, on peut conclure aussi qu'il y a passage d'une cellule diploïde aux cellules haploïdes. Ceci se fait grâce à la méiose. Donc là, on a observation de la paroi, une description de la spermatogenèse. On va développer ceci. Pour commencer, on va voir déroulement de la méiose, un petit rappel concernant la méiose. Alors, on a ici une cellule à 2 N chromosomes. On reconnaît la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, membrane nucléaire et le filament de chromatine, le matériel génétique qui est sous forme de filament de chromatine. Ça, lorsque la cellule est au repos. Alors, une remarque, la méiose, elle touche seulement les cellules sexuelles qui vont permettre la formation des gamètes, les cellules germinales qui vont permettre la formation des gamètes. Alors, au cours du prophase, il y a condensation des chromatines, des filaments de chromatine en chromosomes. Ils vont donner des chromosomes dupliqués. Ensuite, chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Ensuite, on a appariement des chromosomes dupliqués, formant ce qu'on appelle des tétrades. Tétrades pour dire 4 chromatides. Les chromosomes homologues. Le chromosome numéro 1 va s'apparier avec le chromosome numéro 1 maternel. Le chromosome 2 avec le chromosome 2. Le chromosome X avec le chromosome X. Pour l'homme, pour le mâle, le chromosome X va s'apparier, à part les 22 chromosomes autosomes, le chromosome X va s'apparier avec le chromosome Y. Ils vont former aussi des tétrades. Alors, la suite, si vous voulez une seconde, pour plus de détails concernant la méiose, vous pouvez voir des vidéos concernant la méiose déjà postées. Alors, donc ensuite, on a au niveau de métaphase, deuxième étape, la métaphase, après le prophase, alignement des tétrades sur la plaque équatoriale. Alors, au niveau de l'anaphase, il y a séparation des chromosomes homologues et leur migration chacun vers un pôle. Les 2 chromosomes qui formaient le tétrade, ils vont se séparer et chacun va migrer vers un pôle. Maintenant, au cours de télophase 1, il y a étranglement cytoplasmique, division de cellules. On va obtenir dans chaque cellule un chromosome. On est parti de 2 N égale à 4 chromosomes. On obtient 2 cellules. Dans chaque cellule, on a 2 chromosomes, donc un chromosome qui sont dupliqués. Alors ça, c'est la télophase 1, ou plutôt donc dans cette première division, on a réduit le nombre de chromosomes. C'est la division réductionnelle. On a passé de 2 N à 1 chromosome. Ensuite, on a deuxième division. Alors, la métaphase 2, les chromosomes vont se mettre dans chaque cellule au niveau de la plaque équatoriale, chromosomes dupliqués, et on a séparation, division du centromère, dédoublement du centromère et sa division de centromère et séparation
des chromatides sœurs. Ces deux chromatides, on parle de chromatides sœurs parce qu'ils formaient le même chromosome. Donc, séparation des chromatides sœurs, là aussi, là aussi, là aussi. Alors, puis, on a le télophase 2 qui consiste à division cytoplasmique et on va obtenir en fin de compte 4 cellules. Dans chaque cellule, on a un chromosome, comme on peut le voir, un chromosome qui est simple. Donc, un chromosome simple. Ça, c'est la méiose, vite fait. Donc, formation des traces au niveau de prophase 1, anaphase 1, emplacement de traces sur la plaque équatoriale, séparation des chromosomes homologues au niveau de l'anaphase 1, ensuite division cytoplasmique, on va obtenir deux cellules à un chromosome. Ces deux cellules vont entrer dans la division équationnelle, au cours de laquelle, au niveau de l'anaphase 1, il y a séparation des chromatides de sœurs. On va obtenir à la fin 4 cellules à un chromosome simple. Alors, revenons au cours. Donc, un petit résumé. Ça, c'est la prophase 1. Métaphase 1, les tétrades vont se placer sur la plaque équatoriale. Anaphase 1, séparation des chromosomes homologues. Télophase 1, division cytoplasmique, on va obtenir deux cellules à un chromosome dupliqué, chaque chromosome formé de deux chromatides. Prophase 2, c'est presque la télophase 1, ils sont presque confondus. Métaphase 2, mise en place des chromosomes, chromosomes dupliqués sur la plaque équatoriale. Anaphase 2, séparation des chromatides sœurs. Et télophase 2, on obtient 4 cellules identiques entre eux à un chromosome simple. Alors, déroulement de la spermatogenèse. Les spermatogonies, ils vont réaliser des mitoses. Alors, une première mitose, elle va donner deux cellules qui sont des spermatogonies. Alors, ces deux cellules, une cellule va rester au repos, elle va constituer le stock. Cette cellule, elle va se diviser après un certain temps pour donner aussi deux cellules. Une cellule qui va rester au repos, l'autre cellule va entrer en série de mitoses. Alors, la série de mitoses permet l'augmentation du nombre de spermatogonies. On parle de phase de multiplication. Ensuite, le spermatogonie va subir, comme on peut le voir ici, accroissement, la phase d'accroissement qui consiste à accumuler les réserves cytoplasmiques, dupliquer l'ADN pour devenir deux N dupliqués. Les spermatogonies vont réaliser ensuite la maturation, la division réductionnelle pour donner deux spermatocytes 2 à un dupliqué. Et chaque spermatocyte 2 réalise la division équationnelle pour donner deux spermatides à un simple. Les spermatides vont subir un arrangement, ce qu'on appelle différenciation ou spermiogenèse, pour donner des spermatozoïdes à n simple. Alors, déroulement de la spermatogenèse, c'est un résumé qui se trouve au niveau de votre livre, page 19. L'observation de la paroi du tube séminifère suggère que les différents aspects cellulaires correspondent à des stades d'évolution des cellules germinales en spermatozoïdes. C'est la spermatogenèse. Spermato pour dire spermatozoïde, genèse pour dire formation. Elle comporte 4 phases. Première phase, la phase de multiplication. La division des spermatogonies. Alors, pour vous simplifier ici la notion des phases, je vous conseille de indiquer le nom de la cellule, ce qu'elle est en train de faire et qu'est-ce qu'elle va donner, tout en ajoutant les propriétés génétiques, à savoir le nombre de chromosomes et leur état simple ou dupliqué. Donc, la phase de multiplication, la division des spermatogonies, cellules souches à deux N chromosomes situées à la périphérie du tube séminifère par mitose permet leur multiplication. Donc, les cellules les moins évoluées se trouvent du côté de périphérie, les cellules les plus évoluées se trouvent du côté de lumière. Elle va faire une mitose, permet sa multiplication. Chaque spermatogonie se divise par mitose et donne une spermatogonie qui reste en périphérie du tube séminifère. On a dit que cette cellule c'est le repos, au repos, pour assurer la conservation du stock de spermatogonie. Cette spermatogonie, après un certain temps,
elle va refaire une mitose pour donner aussi deux cellules, une cellule qui va rester au repos quand c'est le stock, l'autre cellule va entrer dans la division, dans la spermatogenèse. L'autre spermatogonie qui subit d'autres mitoses, donc augmentation du nombre, permettant la multiplication du nombre de spermatozoïdes, s'engage dans la spermatogenèse. Deuxième phase, la phase d'accroissement. Les spermatogonies subissent un léger accroissement et deviennent des spermatocytes 1 à 2N chromosomes dupliqués normalement. Donc, on a duplication d'ADN et accumulation de réserves cytoplasmiques. L'autre phase, c'est la phase de maturation. Les spermatocytes 1 sont des cellules à 2N chromosomes, alors que le spermatocyte 2 et les spermatides sont des cellules à N chromosomes. Donc, il y a réduction de nombre de chromosomes. Cette réduction est due à l'intervention de la myose, qui comprend deux cellules, une division réductionnelle et une division équationnelle. Alors, ici, on a spermatocyte 2 à 2N chromosomes, va réaliser division réductionnelle pour donner spermatocyte 1 à 2N chromosomes, va réaliser division réductionnelle pour donner deux spermatocytes 2 à N chromosomes dupliqués, et chaque spermatocyte 2 réalise la division équationnelle pour donner deux spermatides à N simples. La phase de différenciation ou spermiogenèse. Attention ici, spermiogenèse. Alors, les spermatides subissent des profonds remaniements et deviennent des spermatozoïdes. Ces remaniements sont des remaniements cytoplasmiques et non pas nucléaires. Il n'y a pas de transformation au niveau du noyau, il y a des transformations cytologiques seulement, à savoir réduction de cytoplasme, l'excès de cytoplasme sera éliminé, formation de l'acrosome, si vous voulez, l'acrosome va se former et coiffer si vous voulez, le noyau et va stocker des enzymes. Apparition de la pièce intermédiaire et des flagelles, donc les mitochondries vont s'assembler au niveau de la pièce intermédiaire et le centriole va émettre le flagelle. Chez l'homme, la spermatogenèse dure 47 jours. Alors ceci, c'est un schéma qui se trouve au niveau de votre livre qui décrit les étapes de la spermatogenèse. Donc l'élève, il est appelé soit à apprendre le texte ou apprendre le schéma et savoir décrire ce schéma. Donc chaque élève a ses atouts, ses moyens de maîtriser ses connaissances. Alors, comme on a dit, les spermatogonies vont réaliser une première mitose, une cellule qui va rester en stock, qui va revenir plus tard pour faire une autre mitose. L'autre spermatogonie va réaliser une série de mitoses. Attention ici, c'est une série de mitoses et non pas une myose. Donc, à ne pas confondre avec la myose. Puis, la spermatogonie va faire l'accroissement pour donner des spermatocytes 1, 2N dupliqués. Spermatocyte 1 réalise la division équationnelle pour donner deux spermatocytes 2 à N dupliqués. Le spermatocyte 2 réalise division équationnelle pour donner des spermatides à N simple qui vont se différencier en spermatozoïdes. Alors, rôle masculinisant du testicule. On a dit que on va utiliser un peu l'esprit, si vous voulez, de la démarche scientifique qui consiste à une observation, problème, hypothèse, expérience, résultat, analyse et interprétation, puis conclusion. Alors, l'observation, c'est que coup porté au niveau de l'appareil génital, comme l'a déjà vu, peut entraîner si vous voulez, la stérilité et même pour les uniques, ça peut permettre si vous voulez, la disparition, plutôt la non mise en place des caractères sexuels secondaires. Alors, si vous voulez, donc à partir de ces observations, on peut dire que les testicules, plutôt le problème, comment les testicules vont permettre la mise en place des caractères mâles, sexuels mâles. Alors, l'hypothèse, ceci par voie hormonale ou première hypothèse par voie hormonale, deuxième hypothèse par voie nerveuse. Alors, pour distinguer entre ces deux hypothèses, on va utiliser l'expérience de greffe et ablation. Si vous voulez, ceci va nous donner des résultats qu'on va les détailler. Alors, première expérience,
L'ablation des testicules ou castration, l'ablation bilatérale testicule, provoque une stérilité, atrophie du tractus génitaux, donc les caractères sexuels primaires, c'est l'appareil génital, elle sera atrophiée, donc régressée. Régression des caractères sexuels secondaires, les caractères sexuels secondaires donc aussi vont régresser. De ce fait, on peut dire que les testicules sont responsables de la fertilité contre la stérilité et l'apparition et le maintien des caractères sexuels primaires et secondaires. La question qui se pose, comment elle va les contrôler? Alors pour distinguer entre voie nerveuse ou voie sanguine ou voie nerveuse, on va utiliser l'expérience de greffe. Alors l'ablation et la greffe d'un fragment de testicule à un même ras au niveau du cou provoque une stérilité, l'animal sera stérile et restauration des caractères sexuels. Je dis bien ici au même animal, l'animal castré. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, la stérilité, elle est toujours présente. Ceci veut dire que la production de spermatozoïdes nécessite que le testicule soit en place, alors que la restauration des caractères sexuels, ça veut dire que les caractères sexuels peuvent être sont contrôlés, même si vous voulez, le testicule se trouve à une autre place que celui original. Il suffit d'avoir une connexion sanguine. Donc, la production de spermatozoïdes est une fonction exocrine, nécessite que les testicules soient en place initiale. Le maintien des caractères sexuels est une fonction endocrine et se fait par voie hormonale. Alors, lorsqu'on parle de greffe, on parle de connexion sanguine, donc voie sanguine. Alors, maintenant, au niveau du sang, on peut avoir certaines molécules, des molécules chimiques telles qu'un A+, des ions tels qu'un A+, ou autres K+, ou autres molécules, ou on peut avoir des hormones. Pour savoir lesquels de ces éléments vont intervenir, on va avoir recours à l'expérience d'injection d'extrait. Donc l'injection d'extrait testiculaire à un rat castré qui ne possède pas qui est stérile, qui ne possède pas les caractères sexuels primaires ou secondaires, qu'est-ce que ceci a fait? Il a stérilité, restauration des caractères sexuels primaires et secondaires. Donc on peut dire que l'extrait testiculaire contient une molécule qui est responsable ou qui contrôle les caractères sexuels secondaires. Alors, le maintien des caractères sexuels secondaires est une fonction endocrine. Elle se fait par voie sanguine grâce à une hormone. Donc, l'expérience d'injection d'extrait, ça veut dire hormone. Il faut, il faut avoir ceci toujours en esprit. L'expérience de greffe veut dire voie sanguine. L'expérience d'injection d'extrait veut dire par des hormones. Alors, donc les testicules vont produire des hormones à effet masculinisant. Sachant que les testicules sont formés principalement de trois types de cellules. On a les cellules germinales, les cellules de Sertoli, ceci se trouve au niveau du paroi, et d'autre part, on a les cellules de Leydig qui se trouvent au niveau du tissu interstitiel. Le problème qui se pose, donc à les premières observations, les testicules assurent la production d'hormones. Deuxième observation, les testicules permettent le contrôle des caractères sexuels. Pardon, alors je vais reprendre. Première observation, les testicules produisent des hormones qui contrôlent les caractères sexuels. Deuxième observation, les testicules sont formés de cellules de Leydig, cellules germinales et cellules de Sertoli. Le problème qui se pose, quelles sont les cellules, là où les cellules qui permettent la production de cette hormone masculinisante. Pour ce faire, on va essayer de éliminer une des cellules, alors à savoir les cellules de Leydig ou les cellules de Sertoli et voir les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a une lésion des cellules de Leydig par irradiation, donc par irradiation, une destruction sélective des cellules de Leydig, alors que les cellules de Sertoli sont intactes. Lorsqu'on a détruit les cellules de Leydig d'une manière spécifique, on a stérilité, atrophie de tractus génitaux, régression des caractères. Donc, même si les testicules en place, il suffit de voir la destruction de cellules de Leydig, on dirait que on a fait l'ablation des testicules, on a le même résultat. Donc les cellules de Leydig interviennent dans, si vous voulez, la fertilité et
les caractères sexuels secondaires. Alors, on verra la notion de fertilité, ce n'est pas directement. Donc, l'hormone qui maintient les caractères sexuels secondaires est produite par les cellules de Leydig. Alors, dans le testicule, on a notre expérience. Dans le testicule, on a trouvé une hormone qui s'appelle la testostérone. Donc, l'injection de la testostérone à l'animal castré, donc l'animal il est castré, ne contient pas des testicules, il n'a pas des cellules de Leydig. Il suffit d'injecter la testostérone pour avoir rétablissement des caractères sexuels secondaires, mais l'animal reste stérile. Ceci veut dire que l'hormone qui maintient les caractères sexuels qui est produite par les cellules de Leydig est la testostérone. Donc, on peut résumer ceci. Ça se trouve au niveau de votre livre, page 19. La détermination des caractères sexuels masculines, à savoir l'action de tissus interstitiels par l'intermédiaire d'hormones, est mise en évidence par les expériences de castration de greffe de testicules au mâle castré ou l'injection d'extrait testiculaire à ce animal. Alors, cette fonction est assurée par l'intermédiaire d'hormones mâles. Ces hormones sont de la famille d'androgènes. Alors, androgène, ça provient de terme latin andros, veut dire mâle, dont la testostérone est principale hormone. Alors, on va définir la testostérone. Pour définir une hormone, il est préférable toujours de indiquer sa nature, si c'est possible, son origine, ses cellules cibles et l'effet physiologique de cette hormone. Donc, à la puberté, la testostérone détermine l'apparition des caractères sexuels primaires, développement de la verge et des glandes annexes, et les caractères sexuels secondaires qui sont pilosité, développement de musculature, modification de la voix. Alors, après la puberté, la testostérone assure le maintien des caractères sexuels secondaires masculins. Elle stimule également l'évolution des cellules germinales en s'associant avec l'ABP de la paroi du tube séminifère en spermatozoïde. On va revenir à cette notion qui est le mode d'action de la testostérone sur les cellules germinales. Ce n'est pas une action directe, elle nécessite une protéine, un adaptateur si vous voulez, entre guillemets. Alors, l'action ciblée de la testostérone s'explique par, c'est une hormone, donc ceci veut dire qu'il y a notion de cellules cibles. Alors, l'action ciblée de testostérone s'explique par la présence dans les cellules de récepteurs spécifiques à cette hormone. La fonction complexe hormone-récepteur a une action sur l'ADN, elle va modifier la fonction de la cellule cible qui possède des récepteurs. Cette action se traduit par une modification de l'activité de cette cellule dans le sens de la réalisation de l'effet de la testostérone, à savoir l'effet physiologique. Alors, un petit schéma. Donc, on a dit que les testicules qui sont formés de cellules de Leydig, cellules Sertoli et cellules germinales, ici c'est la paroi du tube séminifère, là le tissu interstitiel, les cellules de Leydig vont libérer testostérone qui va intervenir dans les caractères sexuels, responsable des caractères sexuels primaires et secondaires, et il va agir sur cellules germinales, on a dit par l'ABP, donc à développer cette idée. Alors, deuxième partie, on va aussi utiliser le principe de démarche scientifique qui est l'observation, problème, hypothèse, expérience, résultat, interprétation et conclusion. L'observation, normalement, si vous voulez, on part toujours des observations cliniques. Alors, l'observation clinique des lésions au niveau de l'hypophyse. On va détruire certaines zones, ou plus suite à des lésions, destruction de certaines zones au niveau de l'hypophyse, qui se trouve au niveau de la tête, comme on peut le voir à ce niveau. Alors, l'hypophyse est formée par l'hypophyse postérieure, l'hypophyse antérieure, et sur l'hypophyse, on a une zone qui s'appelle l'hypothalamus. Les deux sont liés par ce qu'on appelle le tige pituitaire. Donc, on a l'hypothalamus, tige pituitaire et l'hypophyse. On parle de complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors,
Donc, des lésions au niveau de l'hypophyse entraînent l'arrêt de la fonction testiculaire. Certaines lésions de l'hypothalamus provoquent la perturbation de fonction de l'hypophyse et de fonction testiculaire. Ça, c'est l'observation clinique. Le problème qui se pose, quelle relation existe entre l'hypophyse et les testicules? Alors, problème scientifique, quelle est la relation qui existe entre l'hypothèse et les fonctions des testicules? Hypothèse, l'hypophyse contrôle les testicules par des hormones. Pour, si vous voulez, démontrer ou vérifier cette hypothèse, on va avoir recours à des expériences d'ablation, de greffe et d'injection d'extrait. Alors, les expériences, l'ablation de l'hypophyse qui est hypophysectomie. Alors, hypophysectomie, c'est un terme composé, hypophyse et ectomie. L'hypophyectomie, ça veut dire ablation. Donc, l'ablation de l'hypophyse, pourquoi j'insiste sur ces termes scientifiques? Parce que ce sont des termes très importants que vous pouvez les trouver par exemple dans les QCM sans explication. On va dire l'hypophysectomie euh, euh, provoque. Donc, si quelqu'un ne connaît pas le terme, il va avoir difficulté à répondre. Donc, euh, des pareils termes, je vous invite à les avoir en tête, au moins lorsque vous lisez un terme, vous le connaissez, même si vous n'êtes pas obligé d'écrire le terme, mais au moins de reconnaître lorsque vous le lisez. Alors, l'ablation de l'hypophyse entraîne mise au repos des testicules. Les tubes séminifères se vident de leurs cellules germinales. Donc, les testicules ne vont plus fonctionner, à savoir, il n'y a plus production de cellules germinales, il n'y a plus production de spermatozoïdes. La paroi se vide de cellules germinales. Donc, on va avoir une paroi fine, la paroi du tube séminifère fine. Par contre, le lumière, il est développé. Le lumière qui est le vide, il est développé. Le tissu interstitiel régresse. Donc aussi le tissu interstitiel, là où on a les cellules de Leydig, ça va régresser. Alors, ce qu'on peut déduire de ceci, l'hypophyse intervient dans la fonction testicule. La question comment il va intervenir, l'injection d'extrait hypophysaire à cet animal. L'injection d'extrait, on a dit, ça, ça nous guide vers notion dormante. Donc, reprise des fonctions testiculaires pendant la durée de traitement. Alors, donc, on peut dire que les extraits testiculaires, les extraits hypophysaires contiennent des hormones qui vont permettre le rétablissement de la fonction testicule. Donc, l'hypophyse intervient dans la régulation de la fonction testicule par des hormones. Ces hormones qui sont produites par l'hypophyse. Alors, de l'hypophyse, on a extrait une première hormone qui s'appelle FSH. FSH, F pour dire follicule stimulating hormone. On verra ça le nom plus tard, surtout chez la femme. Où on peut voir qu'il y a une nette signification de son nom. Alors l'injection de l'FSH à un animal hypophysectomisé, un animal sans hypophyse, on lui injecte l'FSH, le tube séminifère se développe de niveau. Donc le tube séminifère se développe, à savoir développement des cellules germinales et développement des cellules de Sertoli. Mais sans rétablissement complet de la spermatogenèse. La spermatogenèse n'est pas complète, elle est bloquée, si vous voulez, à un stade, certains stades, on dit que ça se bloque au niveau de l'accroissement. Alors, pas de modification du tissu interstitiel. Le tissu interstitiel, les cellules de Leydig, ils ne sont pas modifiés, à savoir qu'ils ont régressé, qu'ils sont en état de régression et non fonctionnels, ne produisent pas les spermatozoïdes. Ne produisent pas la testostérone responsable des caractères sexuels. On peut donc déduire que l'hypophyse contrôle la paroi du tube séminifère par l'FSH. Donc l'FSH produite par l'hypophyse agit sur le tube séminifère, à savoir pardon, les cellules de Sertoli. De l'hypophyse, on a extrait une deuxième hormone, l'LH. L'injection de l'LH à un animal hypophysectomisé, les cellules de tissu interstitiel se développent et deviennent fonctionnelles. Alors que, même si ce n'est pas marqué, alors que le tube séminifère, il est vide, comme si il n'y a pas de hypophyse carrément. Donc, les cellules de Leydig, ils n'agissent pas sur le tube, ils agissent spécifiquement sur le tissu interstitiel qui intervient et on a un développement des
si vous voulez, le tissu interstitiel se développe de nouveau et devient fonctionnel, à savoir production de testostérone qui contrôle les caractères sexuels. Donc on peut dire que l'LH agit sur le tissu interstitiel, précisément sur les cellules de Leydig. Donc les cellules de Leydig sont, pardon, ici petite faute concernant cellules de Leydig. Donc les cellules de Leydig sont les cellules cibles de l'FSH, de l'LH. L'injection simultanée de l'LH ou l'FSH, rétablissement de la spermatogenèse et, euh, et la production de testostérone. Donc les deux hormones ensemble, ils assurent si vous voulez, une fonction de testicule. Donc ce sont les deux hormones principales qui contrôlent les testicules. Donc la production des spermatozoïdes nécessite à la fois la présence de l'FSH et l'LH. Alors certaines expériences peuvent montrer que l'injection de l'FSH et de testostérone, même en l'absence de LH, permettent d'avoir des caractères sexuels et la production de spermatozoïdes, car le rôle de l'LH c'est d'activer les cellules de Leydig pour produire testostérone. Alors un petit schéma fonctionnel, on a déjà vu ceci, que le testicule contient les cellules de Leydig, cellules Sertoli, cellules de Leydig, paroi qui contient cellules Sertoli, cellules germinales. L'hypophyse va libérer l'LH ou l'FSH. L'LH va agir sur les cellules de Leydig pour libérer testostérone qui va contrôler les caractères sexuels secondaires et primaires. L'FSH va libérer, l'hypophyse antérieure va libérer l'FSH qui va contrôler les cellules de Sertoli pour produire l'ABP. Maintenant, le testostérone va réagir avec l'ABP pour former ce qu'on appelle le complexe ABP-testostérone qui va agir sur les cellules germinales pour avoir une spermatogenèse complète. Donc on est en train de constituer le schéma fonctionnel peu à peu. Alors, on a dit que les testostérones ne peuvent pas agir directement sur le cellule germinale, il lui faut un adaptateur. Cet adaptateur, entre guillemets adaptateur, c'est l'ABP, l'androgène binding protein. C'est une protéine qui est produite par les cellules Sertoli. Ce n'est pas une hormone, c'est une protéine. Alors, donc action de l'hypophyse des hormones hypophysaires. L'hypophyse sécrète deux hormones agissant sur les testicules, la LH et la FSH. Ces hormones sont nommées gonadostimulines ou gonadotrophines. Alors, gonadostimulines, à savoir gonade, stimule, ce sont des hormones qui stimulent les gonades. La LH est une hormone hypophysaire qui agit sur les cellules interstitielles ou cellules de Leydig et stimule la sécrétion de testostérone. Comme je vous ai déjà dit, pour définir une hormone, il est préférable de dire sa nature, si c'est possible, de indiquer son origine, ses cellules cibles et son effet physiologique. Donc l'origine de l'LH et l'hypophyse, les cellules cibles c'est les cellules de Leydig ou tissu interstitiel et l'effet physiologique c'est la sécrétion de testostérone. La FSH est une hormone hypophysaire qui active indirectement la spermatogenèse. C'est une activation indirecte de la spermatogenèse. En s'alliant au récepteur de cellules de Sertoli, donc elle va agir sur les cellules Sertoli, ce sont les cellules cibles de l'FSH. L'FSH stimule la synthèse par ces cellules d'une protéine, l'ABP, androgène binding protein. Cette protéine elle est indispensable à la réception de testostérone par les cellules germinales, ce qui active la spermatogenèse. La sécrétion de l'FSH et l'LH, elle est pulsatile, ils sont synchrones. Alors, maintenant, rôle de l'hypothalamus, parce qu'on a vu au niveau de l'observation, un problème au niveau de l'hypothalamus provoque arrêt de la fonction testiculaire. Alors, rôle de l'hypothalamus, expérience, une lésion de certaines zones hypothalamiques chez les mammifères, atrophie des testicules, bien que l'hypophyse intacte. Malgré que l'hypophyse est présente, il suffit d'avoir ablation de l'hypothalamus pour avoir arrêt de si vous voulez, de la spermatogenèse. Alors, donc on a arrêt de la spermatogenèse, sécrétion de testostérone, baisse de taux notable de l'FSH et l'LH. On peut dire que l'hypothalamus va contrôler l'activité de l'hypophyse et indirectement il va contrôler les testicules. Alors,
cette deuxième expérience montre le mode d'action de contrôle de l'hypothalamus sur l'hypophyse. La ligature de la tige hypothalamo-hypophysaire ou tige pituitaire provoque l'arrêt de la fonction reproductrice et arrêt de la sécrétion des gonadostimulines. L'hypothalamus va contrôler l'hypophyse par la tige pituitaire, ceci grâce à une neurohormone. Alors, qu'est-ce qu'on a sur de neurohormone? Neurohormone, c'est une hormone qui est produite par le système nerveux, par une cellule nerveuse. Et normalement, la cellule nerveuse, elle produit des neurotransmetteurs, mais ici, elle va produire une hormone qui va agir par voie sanguine à distance, même si à faible distance, car elle agit seulement au niveau de tige pituitaire sur l'hypophyse qui est le cellule cible pour produire les gonadostimulines. Cette neurohormone s'appelle la GnRH. GnRH, le N minuscule. Hein. Alors, la production de ces hormones. On a ici un petit document qui se trouve au niveau de votre livre à la page 15. Alors, ce document, je vais essayer de faire l'analyse. Le premier graphe montre l'évolution de taux de GnRH en pictogrammes par millilitre en fonction du temps en heure. Alors, de t égale à 1,5 heures jusqu'à t égale à 5h45, le taux de GnRH est de l'ordre de 2, ou plutôt 1 pictogramme par millilitre, donc il est constant. Puis à t égale à 5h45 jusqu'à t égale à 6h15, on a augmentation brusque de taux plutôt le taux de GnRH passe de 1 à 10, puis va revenir à son état initial, au taux initial 5. Donc, il y a production de GnRH brusque et c'est une forte décharge, on parle de pic. Puis, il va revenir à son état normal, il va réaliser un deuxième pic. De même pour l'LH qui est constant, et il va réaliser un premier pic à ce niveau, un deuxième pic à ce niveau. Testostérone aussi, dans cette zone, il est faible, va réaliser, comme on peut voir, des petites pics. Alors, de ce fait, on peut dire que cette structure, plutôt, elle correspond à un pic. Là, donc c'est un pic et là un pic. Alors un pic c'est quoi? C'est une forte décharge en un temps bref. Donc l'analyse que je dois faire pour dire que la production de cette molécule, de cette hormone est pulsatile, elle présente des pics, il faut parler d'une forte variation dans un temps bref pour dire que la production elle est pulsatile, elle est répétitive. Donc la production du GnRH est pulsatile, la production de l'LH est pulsatile, la production de testostérone est pulsatile. De ce document, on a ici une deuxième analyse. Alors, le premier pulse de GnRH se produit à t égale à 6 heures moins 5 minutes. Le premier pulse de l'LH s'est produit à t égale à 6 heures 15 minutes. Donc on peut voir qu'il y a un petit décalage. Le pulse de testostérone se produit à 7 heures. Alors, donc, on a ici un décalage du temps. La notion de ce décalage indique la présence d'une relation de causalité. Donc, les pulses de GnRH provoquent les pulses de LH après un certain temps qui vont provoquer les pulses de testostérone. S'il n'y a pas des pulses de GnRH, il n'y a pas des pulses de LH, il n'y a pas de pulses de testostérone. Donc il y a une relation de causalité entre ces trois hormones. Donc à partir d'un tel document, je peux déterminer le mode de sécrétion de ces hormones et la relation entre ces trois hormones. J'ai dit bien, ceci se trouve au niveau de votre livre à la page 15. Alors, conclusion. L'hypothalamus contrôle l'hypophyse. Ceci se trouve au niveau de votre livre, page 20. L'hypothalamus sécrète une hormone nommée GnRH, gonadotrophine releasing hormone ou gonadolibérine. C'est une neurohormone car elle est sécrétée par des neurones ayant leur cœur cellulaire dans un noyau de l'hypothalamus et leur axone dans la tige hypothalamo-hypophysaire au niveau des vaisseaux sanguins. La GnRH se fixe sur les récepteurs des cellules de l'anti-hypophyse, à savoir l'hypophyse
l'hypophyse antérieure, donc notion de anti-hypophyse veut dire l'hypophyse antérieure, et stimule la synthèse et la sécrétion par ces cellules gonadotropes. Les cellules qui forment l'hypophyse sont les gonadotropes, à savoir, il va permettre la libération des gonadostimuli, ce qui sont les LH et les FSH. La sécrétion du GnRH est pulsatile, donc absente, puis elle réalise des pics, ou plutôt constante, puis elle réalise des constante très faible, elle réalise des pics. On parle de pulsatile avec une fréquence des pulses tous les 90 minutes. Donc, on a un pulse par 90 minutes. La fréquence, c'est la répétition par unité de temps. Alors, les sécrétions de LH et de testostérone sont également pulsatiles, avec un pic de sécrétion qui est légèrement décalé dans le temps. La notion de décalé dans le temps veut dire qu'il y a une relation de causalité dans le temps par rapport au pic de GnRH, ce qui montre qu'il y a une relation de causalité entre les trois sécrétions. À quoi ça consiste cette relation? Les pulses de GnRH entraînent les pulses de LH qui entraînent à leur tour les pulses de testostérone. Donc, voici comme résumé. L'environnement va agir sur l'hypothalamus. L'hypothalamus va libérer la GnRH qui stimule l'hypophyse antérieure pour provoquer la libération de gonadostimuli, LH ou FSH. LH va agir sur les testicules, principalement sur le cellule de Leydig pour produire testostérone qui active les caractères sexuels, primaire, secondaire. Le FSH agir sur le cellule Sertoli pour activer incomplètement la spermatogenèse. Il va permettre la libération de l'ABP. L'ABP va interagir avec testostérone pour former le complexe ABP-testostérone qui agit sur le cellule germinale pour produire les spermatozoïdes, à savoir une spermatogenèse complète. Alors, autre observation. Une castration pratiquée chez un rat montre hypertrophie de l'hypophyse et hypersécrétion de l'LH. Alors, hypertrophie, ça veut dire augmentation de taille. Il faut savoir qu'en biologie, si un organe réalise une hypertrophie, signifie qu'il fonctionne beaucoup. Un organe qui réalise une hypotrophie signifie ou régression signifie qu'il ne fonctionne pas ou qu'il fonctionne peu. Donc, lorsqu'on a enlevé les testicules, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Augmentation de l'activité de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Ceci veut dire que les testicules vont contrôler l'hypophyse et l'hypothalamus. Alors, puisqu'on a déjà vu que l'hypophyse contrôle les testicules, ceci, c'est une forme, ce qu'on appelle un rétrocontrôle. Ça, c'est un contrôle inverse. On parle de rétrocontrôle. Alors, comment se fait ce rétrocontrôle? Deuxième expérience, l'injection de testostérone. Puisqu'on a dit que les testicules vont libérer de testostérone, on va voir l'effet de testostérone, est-ce qu'elle va agir sur l'hypophyse ou non. L'injection de testostérone baisse rapide de taux de LH. Donc, lorsqu'on a augmenté le taux de testostérone, il y a diminution de LH. Ceci veut dire que l'augmentation de testostérone provoque diminution de l'LH. C'est un rétrocontrôle de type négatif. Les testicules exercent le rétrocontrôle sur la sécrétion de l'LH par la testostérone. On a dit seulement l'LH à ce niveau. C'est un rétrocontrôle négatif, même si on va tout à l'heure, au niveau de résumé, on va mettre certains détails. C'est un rétrocontrôle négatif, je dis bien, les testostérones exercent un rétrocontrôle négatif sur l'LH, d'où diminution de l'LH, ou plutôt un rétrocontrôle négatif sur les cellules cibles qui sont l'hypophyse pour diminuer la production de l'LH seulement, et non pas GnRH. La destruction de ces radiations par cellules de Sertoli, augmentation de taux de l'FSH, donc lorsqu'on a détruit les testicules, plutôt c'est pas une destruction totale, mais seulement des cellules Sertoli, il y a augmentation de l'FSH. Donc, une autre fois, les cellules Sertoli vont exercer un rétrocontrôle sur l'FSH. L'injection d'une hormone qui s'appelle inhibine, qui est produite par les cellules Sertoli, provoque baisse rapide de taux sanguin de l'FSH. Donc, les cellules de Sertoli vont libérer une hormone qui s'appelle inhibine, qui va l'augmentation de l'inhibine provoque diminution de l'FSH. En sens opposé, augmentation
d'une première hormone provoque diminution de l'autre. Dans le cadre de l'électrocontrôle, on parle de rétrocontrôle négatif. Donc les testicules exercent un rétrocontrôle négatif sur le FSH par l'inhibine. On a dit c'est un rétrocontrôle négatif. Résumons. Alors, on a ici les testicules, cellules de Leydig, cellules Sertoli, cellules germinales. Donc testicules et la paroi. L'hypothalamus va libérer la GnRH qui va activer l'hypophyse antérieure pour produire l'LH. L'LH va stimuler les cellules de Leydig et va libérer l'FSH. L'hypophyse donc va libérer aussi l'FSH qui va agir sur les cellules Sertoli. L'LH, les cellules de Leydig activées par l'LH va libérer testostérone. Le testostérone va permettre le contrôle des caractères sexuels primaires et secondaires, va activer les caractères sexuels primaires et secondaires. L'FSH qui va, ou plutôt les cellules Sertoli activées par l'FSH, va permettre une spermatogenèse incomplète et va permettre la libération de l'ABP. Maintenant, l'ABP et testostérone vont réagir pour former ce qu'on appelle le complexe ABP-testostérone. Ce dernier va agir sur les cellules germinales pour les activer et permettre la spermatogenèse complète ou la production de spermatozoïdes. Alors, ceci, c'est le contrôle. Il se fait de l'hypothalamus sur l'hypophyse. L'hypothalamus va contrôler l'hypophyse va contrôler les testicules. Ça, c'est le contrôle. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le sens inverse. Alors, à savoir, le testostérone va exercer un rétrocontrôle, cette fois-ci sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il va agir sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. L'hypothalamus, d'où diminution de GnRH. Et l'hypophyse, seulement la diminution de l'FSH. Pardon, diminution de l'LH. Il n'a pas d'action sur l'FSH. C'est un rétrocontrôle négatif. D'autre part, les cellules de Sertoli vont libérer l'inhibine qui va agir spécifiquement sur les cellules gonadotropes qui libèrent l'FSH seulement. Donc, il va inhiber seulement l'FSH. Alors, ceci, c'est le rétrocontrôle. Et d'autre part, on a l'environnement qui va agir sur l'hypothalamus. Ceci peut être comme action positive ou négative. Certains chocs émotionnels peuvent, si vous voulez, provoquer des troubles de reproduction, comme certaines autres situations émotionnelles vont activer si vous voulez, la fonction reproductive. Ceci est surtout visible chez certains animaux. Donc, ce schéma, l'élève, il est appelé à, si vous voulez, avoir ce schéma en tête. C'est le schéma fonctionnel. Dans ce schéma, on a, si vous voulez, toute la notion de contrôle de la fonction reproductrice. Alors, résumons, si vous voulez, ceci, ça se trouve au niveau de votre livre à la page 21. Des expériences montrent que la testostérone exerce en permanence un effet modérateur sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce mécanisme désigné sous le nom de feedback négatif ou rétrocontrôle négatif ou rétroaction, donc rétroaction négative. Ceci a pour but de garder une stabilité de la sécrétion de testostérone. Donc, le taux de testostérone doit être constant dans l'organisme pour avoir une fonction reproductrice normale, bien sûr, chez l'homme. Alors, premier cas, toute hausse de taux de testostérone par rapport aux références, ça va accentuer les freins. Donc, si le testostérone augmente, il va faire un rétrocontrôle négatif. Il va freiner la fonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui induit diminution de production de GnRH et diminution de la production de l'LH. Donc les testicules sont moins stimulés, ce qui baisse la production de testostérone. Voici un petit schéma. Donc augmentation de taux de testostérone va provoquer diminution de l'LH. C'est un rétrocontrôle négatif. Comme on peut le voir, augmentation à ce niveau provoque une diminution. C'est pour ceci qu'on a dit c'est négatif. Et le fait que ça, c'est un, si vous voulez, c'est un contrôle inverse, on parle de rétrocontrôle. Donc diminution de l'LH, on a dit. Donc les cellules de Sertoli, les cellules de Leydig sont moins stimulées, ils baissent la production de testostérone. Par contre,
Une baisse de taux de testostérone. Si le taux de testostérone diminue par rapport aux valeurs de référence, ça provoque une levée de l'inhibition. Donc, il y a levée de frein, ce qui fait qu'il y a un phénomène d'échappement. L'axe hypothalamo-hypophysaire n'est plus freiné, n'est plus inhibé. Il va continuer à fonctionner, même il va fonctionner d'une manière assez intense. D'où l'augmentation de taux de l'LH et GnRH, ou plutôt GnRH et l'LH. Donc, en revanche, une baisse de taux de testostérone par rapport à la valeur de référence provoque une levée de l'inhibition sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il produit alors une augmentation de la production de, ici, au niveau de votre livre gonadostimuline, normalement, augmentation de la production de GnRH et de l'LH seulement, ce n'est pas le FSH. Alors, ce qui stimule les testicules, l'augmentation de l'LH va stimuler les testicules, augmentation de la production de testostérone, donc baisse de l'LH, baisse de testostérone provoque l'augmentation de l'LH. Même si ici on a, si vous voulez, genre de rétrocontrôle et on a ici deux sens opposés, donc négatifs, on ne parle pas de rétrocontrôle parce que ici le testostérone n'est pas présent, c'est son absence qui va provoquer l'augmentation. Donc ce n'est pas l'action de testostérone qui provoque l'augmentation, c'est l'absence de testostérone. On parle de levée de l'inhibition. J'aimerais bien que vous distinguiez entre ces deux notions, notion de rétrocontrôle et la levée de l'inhibition. Donc baisse de testostérone va provoquer la levée de l'inhibition sur l'LH, d'où augmentation de l'LH, donc stimulation de cellules de Leydig qui produit testostérone, d'où, si vous voulez, retour de taux de testostérone à sa valeur initiale. Alors, l'inhibine est une hormone qui est sécrétée par les cellules de Sertoli et exerce un rétrocontrôle négatif sur la synthèse et la sécrétion de l'FSH par les gonadotropes. Cette rétroaction négative a pour but de maintenir la production de spermatozoïdes aux valeurs normales. Alors, le contrôle de testostérone a pour but de stabiliser, d'avoir un taux de testostérone normal, alors que l'action de l'inhibine a pour rôle de garder un nombre de spermatozoïdes normaux, nombre de spermatozoïdes valeur normale. Alors, l'augmentation du nombre de spermatozoïdes va faire qu'on a, si vous voulez, certaines pressions sur certains effets, je ne sais pas ce que pression ou autre, certains effets sur les cellules de Sertoli qui vont provoquer la libération de l'inhibine. L'inhibine va diminuer l'FSH, c'est un rétrocontrôle négatif. La diminution de l'FSH fait que la paroi du tube séminifère est moins stimulée, d'où baisse la production de la spermatogenèse par baisse de la production de l'ABP, d'où la baisse de la spermatogenèse. Alors, le schéma suivant, c'est le résumé que se trouve au niveau de votre livre, dont l'élève est appelé à le retenir. Alors, on a dit ici, on a l'hypothalamus qui va libérer les neurohormones, comme on peut le voir ici. C'est une neurone qui est connectée aux connexions voie circulation sanguine au niveau de tige pituitaire. Elle va libérer le GnRH. Le GnRH va passer à l'hypophyse antérieure, activer l'hypophyse antérieure pour libérer l'LH et l'FSH. L'LH va stimuler les cellules de Leydig pour produire testostérone. L'FSH va agir sur les cellules de Sertoli pour produire l'ABP. Le testostérone va avoir une action sur les caractères sexuels. Aussi, il va intervenir avec l'ABP pour activer la spermatogenèse pour devenir une spermatogenèse complète. Lorsque le taux de testostérone est supérieur à la normale, il y a un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, d'où diminution de GnRH et diminution de l'LH. Par contre, l'inhibine, si le nombre de spermatozoïdes sera supérieur à la normale, l'inhibine le cellule Sertoli va libérer l'inhibine qui va réaliser un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse antérieure, d'où diminution de l'FSH et, si vous voulez, arrêt de la spermatogenèse.
Alors, j'espère que ce vidéo vous a plu et a été, si vous voulez, utile. J'attends si vous voulez, vos commentaires, vos questions, pour si vous voulez éclaircir certaines idées. Après cette première vidéo, je vais émettre une deuxième, ou plutôt poster une deuxième vidéo qui sous forme d'exercice pour fixer certaines idées concernant la fonction reproductrice chez la femme. Plus tard, vous aurez une deuxième vidéo concernant la fonction reproductrice chez la femme. Alors, j'espère que je vous ai été utile. Merci de m'avoir suivi. Merci si vous voulez, de vous connecter à cette chaîne, de suivre cette chaîne, de liker cette chaîne, si vous voulez, merci de partager ce vidéo pour vos collègues. Alors, à la prochaine.